Paracha de cette semaine, c'est la paracha Shemot. On commence un nouveau livre, un nouveau Sefer, mais en vérité, le premier passage qui commence avec Ve'ele Shemot. Pourquoi le V? C'est marrant, hein. Pile l'année où je suis prof d'hybride, je remarque plein de trucs de conjugaison, d'hébreu et tout. Enfin, ça me chill dans la tête. En fait, Ve'ele, V, c'est un truc de coordination. Ça veut dire c'est pour dire et. En fin de compte, pour te montrer que le livre de Shemot, c'est seulement une suite de ce qui s'est passé juste avant. Parce que Bereshit, juste pour bien terminer, étant donné que je vous avais juste fait un petit message, tout le livre de Bereshit, c'était quoi? C'était prendre exemple des patriarches, de leur vie, de tout ce qu'ils ont enduré, de tout ce qu'ils ont vécu, pour pouvoir, nous, aujourd'hui, vivre une vie et ne pas refaire les mêmes erreurs, en fait. C'est comme si on avait un petit background de quelqu'un, un livre, un mode d'emploi, et qu'en fin de compte, on te dit, regarde ce qu'ils ont fait, et de là, tu vas pouvoir apprendre. Et toute la Torah, en général, c'est ça. Mais en vérité, pour te dire qu'en vérité, tout ce qui s'est passé avant, avec Yosef, qui a été le vice-roi, et Yaakov qui est descendu avec toute sa famille, c'est Ve'ele, c'est une suite. Et même, j'irais dire, encore plus, hein, et je me permets de donner une petite explication très personnelle, mais en vérité, c'est une suite aussi pour nous dans notre vie. Pour nous dire que nous aussi, on va descendre, nous aussi on va s'acclimater, nous aussi parfois on va devoir se délocaliser, on va devoir aller dans un autre endroit et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien il y aura des schémas, il y aura des noms, il y aura une famille qui va se créer, il y aura une descendance qui va naître, il y aura une continuité qui va arriver, mais attention, regardez c'est quoi la suite, on va nous donner les prénoms et on va nous dire le roi d'Égypte, Rachid te dit sur place, soit il a changé et du coup il connaissait pas Yosef, il ne savait pas tout le bienfait que Yosef leur a apporté, toute comment le pays il est devenu important, comment le pays s'est économiquement il s'est développé exactement. Et donc là, soit c'est un autre, soit on nous dit, vu que Yosef il est niftar, et ça aussi c'est intéressant de le voir, c'est que Yosef en vérité, on nous dit qu'il est niftar jeune, il est mort tôt. Pourquoi? Parce que chaque homme qui a un gros hol en hébreu c'est une charge, un poids, il va finir par malheureusement s'éteindre plus vite. Parce que quelqu'un qui réfléchit, qui a des grosses responsabilités, que ce soit des responsabilités communautaires ou officielles dans un pays, etc., à un moment, ça joue aussi sur sa personne. Et donc, Yosef, on nous dit, il est mort tôt. Pourquoi? Parce que c'était un homme qui avait beaucoup de responsabilités et en fin de compte, qui était très, très actif. Du coup, il est mort dans la paracha précédente, à la fin de la paracha. Et là, du coup, il y a Kam Melech Hadash, un nouveau roi s'est levé. Et celui-là, il ne savait plus qui était Yosef, il s'en fichait de qui était Yosef de toute manière. Et maintenant, il va commencer à mettre des nouvelles règles et à se dire, attendez, ce peuple, regardez comme c'est intéressant et comment c'est extrêmement parlant pour nous aujourd'hui. Hein. Il va se dire, ce peuple il est intéressant. J'ai pas envie de le balayer d'un coup de pied et lui dire allez vas-y, va en exil, va en Espagne, va en France, non. Je veux le garder en Égypte. Pourquoi? Tout simplement parce que le peuple juif, c'est un peuple intelligent, un peuple qui t'apporte des bonnes choses, qui t'apporte de la progression, qui est pas là pour profiter, mais qui est là au contraire en train d'apporter quelque chose. Donc il n'a pas envie de s'en débarrasser. Mais par contre, il se dit oh là là, eux ils sont en train de se développer, ils sont en train on dit, Rachid explique que les femmes elles accouchaient 6 enfants par 6 enfants. Ils sont en train de se multiplier, ils vont bientôt nous dépasser. Et ça par contre ça plaît pas. Pourquoi? Parce qu'il se dit mais en vérité s'il y a un autre royaume qui veut nous attaquer, peut-être qu'ils vont faire mèche avec les juifs et qu'est-ce qui va se passer? Comme quoi tout le temps les gens ils ont peur de nous, on leur a rien fait, on est en train d'arranger leur économie, on est en train de leur donner on est là, on travaille, on est là pour eux. Dans chacune des galoutes, c'est ce qui se passe. Vraiment, venez, on prend 2 secondes, on réfléchit. Ce qui s'est passé en Allemagne, les Juifs ils étaient là, c'était au moment de la Haskalah, les Juifs ils étaient intelligents, ils voulaient se mélanger parmi les goïms au moment de Hanouka aussi, de Purim. Mordechai c'était quoi? Il travaillait pour le roi. Dans toutes les générations, les Juifs, Bli Ainara, ils réussissent, ils y arrivent, ils commencent à limite s'assimiler et au moment où ils s'assimilent, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il sort de la haine. Il sort de la haine parmi les Umot HaOlam, parmi les nations pour leur rappeler en fait non.
je te fais réussir, je veux bien. Tu es intelligent et tu brilles, c'est merveilleux. Mais par contre, de cela à t'assimiler, alors Akadosh Baruch Hu, il envoie l'épreuve pour nous rappeler. Non, certes, tu as des mal, certes, tu as des facultés, certes, tu es quelqu'un de bien, mais pas de cela à vouloir ressembler à tout le monde. Parce que toi, Be'etzem, à l'intérieur de toi, tu es différent. Pourquoi on est différent? Parce qu'on a une Neshama. Pourquoi? Parce qu'on est juif, tout simplement. C'est seulement ça. Parce qu'on est les fils, uniques d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il dirige le monde entier. Mais par contre, son fils unique, celui qui a répondu Naaseh Venishma au moment de Matan Torah, tu peux pas commencer à vouloir t'assimiler. Et là, malheureusement, c'est par quoi commence la paracha de Shemot. La paracha de Shemot, elle commence avec quoi? Les Bnei Israël, ils ont commencé à se multiplier. Ils ont commencé à être des gens qui étaient très actifs. Et ben, quand Paro il leur a demandé allez venez, on va aller construire une nouvelle ville, c'était les premiers à aller courir. Ils se sont dit mais bien sûr qu'on va participer, bien sûr qu'on va y aller, bien sûr qu'on va aider, bien sûr qu'on va être dans le projet. Mais en vérité tout ça c'était quoi? C'était un piège de Paro. Parce qu'au début il leur a dit allez venez, on va construire, venez, vous allez travailler. Au début ils étaient payés, après il n'y a plus de paye, après il n'y a plus de matériel et après hop ça commence l'esclavage. On commence à d'abord se sentir bien, on a envie de participer, on a envie de... Voilà, et en fin de compte, on tombe dans le piège. Donc ça, vraiment, c'est le message de la paracha de Shemot. C'est le message, et d'ailleurs, dans la paracha de Shemot, au début, on nous donne que les noms des enfants de Yaakov avec la première descendance. Pourquoi on ne nous cite pas les autres? Ça m'a fait mal au cœur quand j'ai dit ça, parce que malheureusement, c'est la prochaine génération qui a commencé à s'assimiler, et il y a seulement 3 choses qu'ils ont gardées. C'est leur prénom, leur langue et leurs vêtements. C'est les 3 choses qu'ils ont gardées en Égypte. Pour nous dire quoi? Que tout le reste, malheureusement, c'était perdu. Ça, c'était le premier enseignement qui est vraiment intéressant, c'est qu'on est dans une génération, on est dans un monde, et encore plus quand on a l'occasion d'aller en Israël. Je ne sais pas si vous avez été il n'y a pas longtemps, mais quand on arrive en Israël et qu'on voit que, j'ai lu une histoire intéressante là, cette semaine, je ne sais plus où, sur WhatsApp ou sur Insta, il y a une dame qui a dit, elle s'est retrouvée dans la rue, un homme, il lui a donné les clés de sa voiture, il lui a donné son bébé, il a pris, et parce que son fils, il était en train de s'étouffer, il est parti. Il lui a laissé ses clés, il lui a laissé sa voiture, il lui a dit débrouille-toi, moi je dois aller aux urgences. En vérité, quand tu te retrouves en Israël, dans un pays où t'as faim, la macolette d'à côté, c'est sûr que tu peux trouver quelque chose, la méadrine, c'est sûr que là tu peux trouver quelqu'un qui va t'aider à te débrouiller, etc. Là-bas, tu te dis, en fait, je suis dans ma zone de confort, et du coup, l'assimilation, elle peut se faire, mais l'assimilation, elle peut se faire qu'avec nous-mêmes, avec d'autres juifs. Alors que quand on est ici, on est entouré de gens qui ne sont pas comme nous, et l'assimilation, elle est encore plus forte. Et en vérité, c'est tout le message aussi de Hanouka. J'écoutais une chanson light up, je sais pas quoi. Bref, c'est quoi? Ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit en fait, nous, on est les lights, nous, on est les lumières. Parce qu'en vérité, quand on voit dehors, là dehors, il fait nuit. Dehors, on est dans les gens, ils ont plus de barrières, ils ont plus de je sais pas, genre le monde, il est en train que de dégringoler. En vérité, nous, on a une mission énorme. Parce que si on était en Israël, alors tu allumes sur la lumière. T'as des Haredi, t'as quand même des religieux. Tu vas quelque part, tu vas te retrouver un peu. Mais ici, tu sors, c'est compliqué de retrouver de la lumière. C'est très compliqué. À part si tu vas à la choule ou tu vas dans un cours de Torah, là tu sors, tu vas pas être influencé positivement très facilement. Tu vas pas aller à Bnei Brak, à Mea Shearim, à Yerushalayim. Là tu sors, t'es à Marseille dans le 6e, c'est compliqué quoi d'avoir une bonne influence. Alors que vous êtes à Yerushalayim ou vous êtes à Bnei Brak ou juste vous êtes à Tel Aviv et vous allez à Yerushalayim, c'est facile. Tu vois quelqu'un en chapeau, il te rappelle, genre il te dit ah ouais, là Yirat Shamayim, il faut avoir un truc. Tu vas voir quelqu'un genre qui est en train de courir pour aller dans un minyan, tu vas voir les hommes le matin tous, voilà, tu vas voir des gens avec des tzitzit, tu vas voir des femmes avec la tête couverte, tu vas te dire ah ouais, tu vas avoir des rappels, c'est ça en fait que j'essaie d'expliquer, tu vas avoir des rappels tous les jours. Tu peux trouver des rappels dans ta vie. Alors que là, ton trajet Ganami école, oui, tu vas avoir peut-être 1 ou 2 rappels, tu vas voir, voilà. Mais sinon, tu vas au marché, tu vas à Lidl, tu vas à Carrefour, tu vas avoir des rappels. Pas comme si tu vas au Shira, oui, tu peux rencontrer des gens qui vont te rappeler quelque chose. Bref, tout ça pour vous dire qu'en vérité, on est dans une assimilation permanente, même nous, sans nous en rendre compte. Quand aujourd'hui, tu te dis, bon là, c'est l'hiver, on va pas dire ça, mais en été, est-ce que je sors avec des collants, je sors sans collants, je vais sortir des collants, je vais des collants, je sais pas où je sors tniout ou pas tniout, mon pull comme ça ou mon pull manche court. Genre tu peux avoir des rappels dans la rue si tu es en Israël, mais à Marseille comme ça dans le 8e ou dans le 6e ou je sais pas, compliqué. Tu vas plus être tenté à te dire mais de toute manière personne ici n'a des manches, je vais pas choquer quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en vérité c'est toute cette idée là de
Ils sont descendus en Égypte. Pourquoi Vayered Mitzrayma? Il aurait pu dire il a voyagé en Israël. Non, descendu. Nous, là, on est en galoute, on descend en fait. Même sans nous en rendre compte, on descend. On descend à avoir un Yetzirara de plus de maquillage, de plus de vernis, machin, de la perruque un peu plus longue. Genre des trucs comme ça. Genre, imaginez-vous que là, on doit être maintenant à prendre de ça. Vayered, la descente, elle n'est jamais bonne. Stop, ça y est. Si déjà tu descends, c'est que c'est négatif. Essaye de te dire comment maintenant, moi, je vais pouvoir illuminer à l'extérieur de moi. Et je pense que ça, c'est la clé. Et c'est où que j'ai vu ça? Parce que j'ai pas envie de vous sortir ça comme ça. Mais je crois que c'est le Rav Chalanger ou un truc comme ça. Il a dit, en vérité, chaque homme, s'il n'influence pas sur quelqu'un, alors lui-même de lui-même, il n'a pas de but. En vérité, tout le monde a une influence. J'ai pas dit sur le monde entier, mais une influence sur mon mari, sur mes enfants, sur ma copine. Si j'ai une influence, c'est déjà que moi-même, étant donné que je vais donner un conseil à quelqu'un, c'est que moi-même je suis en travail, je suis en constant travail. Est-ce que vous comprenez? Non, là, il n'y a pas d'interaction, c'est que vous ne comprenez pas ce que je raconte. Est-ce que vous arrivez à comprendre le fait d'influencer? En fait, chacun est là dans ce monde pour influencer quelqu'un. Ça, après, le rabbi, il a vraiment beaucoup parlé sur ça, le fait d'influencer. Ça nous permet de mieux nous tenir. Parce que si je me dis que je vis que pour moi, alors en fin de compte, je suis moi. Mais si je me dis je vis déjà pour mes enfants et genre j'influence mes enfants, je suis là pour faire grandir quelqu'un, exactement, du coup on devient un exemple. Et du coup en étant un exemple, automatiquement je me grandis à moi-même. Ok? Bref, et en fait c'est toute l'idée quoi de l'exil en général. Là on est dans la paracha de Shemot, c'est vraiment le premier exil, parce qu'avant Yaakov c'était seulement une famille, et en vérité c'est dans cette paracha où la famille devient un peuple, ok? Et de ce peuple-là va devenir après plus tard le peuple d'Israël, mais c'est vraiment cette paracha qui est en fin de compte hyper centrale, parce que le peuple naît, mais bon, il naît pour devenir des esclaves. Mais en fin de compte, de là, et je m'arrêterai sur ça, de Yerida Letzorer Aliyah. Cette phrase très très connue, une descente, c'est pour remonter plutôt. Yerida, descente. Les Tzorer, Tzorer, c'est avoir besoin. Tsarir, c'est un besoin. Donc, Yerida, les Tzorer Aliyah. Une descente qui amène à une élévation. En vérité, ils ont été en Égypte, et de l'Égypte, ils sont descendus tellement bas que qu'est-ce qui s'est passé après? Matan Torah, le don de la Torah. Donc, ils avaient besoin de cette descente-là au plus bas pour après remonter encore plus haut et pouvoir mériter de recevoir la Torah. Bon, mais Hashem, qu'on n'ait pas ce truc-là à chaque fois de devoir descendre, mais qu'on puisse vraiment apprendre de cette galoute-là, c'est quoi ces enjeux, et c'est quoi le fait de ne pas s'assimiler, le fait d'être une lumière, se rappeler que nous aujourd'hui on n'est pas dans des endroits qui s'illuminent beaucoup, donc déjà c'est nous la lumière, et deux aussi le fait d'avoir une influence sur les autres, comme voilà ce que j'avais noté, Shifra et Poua, les fameuses sages-femmes qui ont eu une influence sur les femmes. Vous savez que ça m'a choqué, mais j'ai lu un commentaire comme quoi les femmes d'Israël, elles se méfiaient de Shifra et Poua, parce qu'elles avaient entendu que Paro, il avait donné l'ordre, bien sûr, de tuer leur bébé, et elles avaient peur qu'en fin de compte, elles allaient accepter cette mission-là. Mais bien sûr qu'elles ne l'ont pas acceptée, et elles sont parties voir Paro, elles lui ont dit les femmes d'Israël c'est des lionnes, elles accouchent toutes seules, elles se rétablissent toutes seules, et nous quand on arrive on a juste à leur faire les premiers soins d'après l'accouchement, mais c'est pas nous qui les faisons accoucher. Bien sûr qu'en vérité c'était faux, elles les aidaient à accoucher et elles leur laissaient leur bébé et donnaient ça comme excuse à Paro. Bref, en tout cas voilà, c'est une paracha qui commence un exil, mais un exil qui est là pour nous rappeler que nous aussi aujourd'hui on est dans un exil, et l'assimilation c'est pas la bonne chose. Quand on a envie de cacher notre judaïsme, c'est à ce moment-là où on nous pointe du doigt, et au contraire on nous met dans l'esclavage. Quelle tribu, vous savez quelle tribu n'a pas été en esclavage? Exactement, les Lévim, c'est le père de Moshe, etc. Amram, toute la tribu de Lévi, eux, ils n'ont pas voulu accepter le hol, encore une fois, ce poids de l'esclavage, le poids de travailler, mais ils ont préféré accepter quoi? Le hol Torah. Ils se sont dit non, nous, si on travaille pour quelque chose, on travaille pour Akadosh Baruch Hu. Donc, ils n'ont pas accepté les travaux, même si c'était une offre alléchante au début. C'était pas vous allez aller à l'esclavage, c'était vous allez travailler, vous allez être des dentistes, vous allez être des avocats, vous allez bien gagner votre vie. Et malheureusement, parfois, on se perd quand on est là-bas. Et on a besoin que le rabbin il nous envoie un message. Est-ce que tu as fait ta tefila? Est-ce que tu as mis tes tefilines? Est-ce
que tu es parti à un cours de Torah? Parce que bien sûr que quand on est occupé dans le monde matériel, c'est pas contradictoire, on peut réussir. Et comme on le fait nous aussi aujourd'hui, on travaille, on est là, on continue la vie de tous les jours. Mais à se rappeler à chaque fois pourquoi je suis vraiment venue sur cette terre. Est-ce que je suis venue pour devenir l'esclave de mon patron ou je suis venue sur terre pour grandir et qu'en fin de compte le travail c'est seulement pour gagner un salaire pour pouvoir continuer à vivre. Mais si le travail devient la source de pourquoi je suis en train de vivre et que je deviens un âne qu'on tape avec le fouet là, donc là on a tout perdu. Donc se rappeler à chaque fois le but et c'est ce qu'ils n'ont pas perdu les Lévi'im. Ils se sont dit non, nous on ne veut pas travailler pour devenir fou du travail, mais on gagne, on a ce qu'on a pour vivre et notre but de vie c'est pour servir à Kadosh Baruch Hu. Voilà, un petit message sur la paracha.